Messieurs, dames, bienvenue à cette première classe virtuelle de civilisation classique. On est vraiment très loin de la Grèce et de Rome, laissez-moi vous le dire. Celle-ci portera sur le contexte historique de l'étreinte de Némésis. J'ose croire que vous avez téléchargé votre version numérique de l'étreinte de Némésis. Peut-être avez-vous accès à la version papier. Alors, je remettrai en contexte cette œuvre puisqu'elle est à la fois fictive et à la fois réelle. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous propose une petite mise en contexte. J'y arrive, ça ne sera pas bien long. Nous y voici. Alors, contrairement à l'Odyssée d'Homère qu'on avait lu un peu plus tôt cette année, on parle ici d'une œuvre contemporaine, donc de notre époque, qui est écrite par un Américain qui s'appelle Stephen Saylor, professeur à l'Université du Texas et qui, dans les années 90, s'est mis à l'écriture d'une série de romans qui s'appelle Les Mystères de Rome. L'étreinte de Némésis, c'est le second volet de ces fameux récits d'enquête. Et ce qui est intéressant dans le cadre de notre cours, c'est que c'est une fiction historique. Une fiction historique, c'est un récit qui met en scène à la fois des personnages qui ont réellement existé dans une époque véridique et dans des lieux géographiques réels. Pour vous donner un exemple, on va y aller avec un exemple assez connu ici au Québec, et c'est la fameuse saga des Pays d'en haut. Alors, cette série a commencé par une œuvre écrite qui est devenue ensuite une émission de radio, qui est devenue ensuite une émission de télé très populaire dans les années 50 et 60, pour finir par un premier film qui a été fait au début des années 2000, et c'est revenu à l'antenne depuis 5 saisons déjà. C'est aussi une fiction historique puisque ça met en scène une époque qui existait au Québec. C'est celle de la colonisation des Laurentides vers la fin du 19e siècle, les années à peu près 1880. Et l'auteur a choisi de mélanger des personnages qui ont réellement existé, comme par exemple le curé Antoine Labelle, qu'on surnommait le roi du Nord, qui était à la tête du grand projet de colonisation avec son projet personnel d'un chemin de fer dans les Laurentides, supporté par un autre écrivain, journaliste et poète du nom d'Arthur Buis, qui a servi la cause de son ami. À la même époque, en politique, on retrouvait Honoré Mercier à la tête du Québec comme premier ministre de 1787 à 1891. Et qui dit 19e siècle au Québec dit religion catholique. Alors, Monseigneur Fabre, troisième archevêque de Montréal, défendeur de la grande foi catholique et qui s'oppose évidemment au curé Antoine Labelle pour des raisons politiques. Ces 4 personnages ont réellement existé et ont été mélangés à la fameuse œuvre de fiction puisque le récit, c'est l'histoire de Séraphin Poudrier, un avare cupide qui terrorise les gens en les escroquant. Et le père Laloge, qui lui devait de l'argent, n'avait pas les moyens de payer. Alors, Séraphin a exigé qu'on lui donne sa fille Donalda en mariage. Évidemment, celle-ci n'aime absolument pas le vieil avare, mais plutôt son beau Alexis, qui lui vit beaucoup plus librement, à la manière des Amérindiens. Alors, ce triangle amoureux va servir de base au récit et les 4 personnages précédemment nommés vont venir servir à rendre le récit crédible auprès du téléspectateur, puisque comme ces personnages-là ont vraiment existé à leur époque, on pourrait être tenté de croire que l'histoire est plus vraie qu'elle ne l'est réellement. Évidemment, ce n'est pas de la colonisation des Laurentides dont nous allons parler, mais plutôt d'une toute autre époque, celle de l'étreinte Némésis. Un empire pour un empire. Donc, présentation du contexte spatio-temporel de l'étreinte de Némésis. Tout d'abord, allons-y avec la localisation géographique. Alors, on pourrait être tenté de penser qu'une histoire qui parle des Romains va avoir évidemment pignon sur rue à Rome. Eh bien, non, puisque notre récit ne se passe à Rome que pour quelques instants. Le cœur de l'histoire, c'est plutôt la région de la Campanie. C'est une des régions agricoles. D'ailleurs, l'étymologie Campanie a donné le nom campagne aujourd'hui. Et plus précisément, un endroit que les Romains appelaient à l'époque la Coupe, c'est-à-dire la baie de la ville de Naples. Naples, c'est une ville qui est à l'origine, comme on peut voir sur la carte, de la création de la pizza.
Contrairement à notre époque, que la pizza napolitaine de base était simplement une pâte, une sauce tomate et du fromage, rien de superflu avec ce qu'on peut mettre dessus aujourd'hui. C'est bizarre de penser que durant très, très, très longtemps, les Italiens ont détesté la tomate parce que la tomate, pour eux, ça n'avait pas bon goût. C'est sûrement en lien avec le fait qu'ils mangeaient la tomate dans des assiettes et des plats en métal et que l'acidité de la tomate pouvait créer des réactions pas super agréables et des problèmes de digestion, voire même des empoisonnements. Par contre, ce n'est pas à Naples que nous allons nous arrêter pour ici, mais plutôt dans la ville de Baille ou Baia, qu'on nommait à l'époque. C'est là où le récit se déroule en grande partie. Par contre, vous aurez noté que c'est aussi patronné d'une ville qui s'appelle Cume, qui aura un lien avec l'histoire, pas très loin du Vésuve, ce fameux volcan qui viendra mettre la civilisation romaine très riche de cette région-là à grande épreuve en 79 après Jésus. Mais ce n'est pas l'époque qui nous concerne. Baïa, voici à quoi ça peut ressembler. Alors, pour vous donner une idée, Baïa, c'est un endroit où les Romains, à l'époque, allaient passer leurs vacances. C'était un endroit qui était très, très riche et il y avait des patriciens romains qui avaient fait bâtir des villas incroyablement riches. Alors, c'était une banlieue très huppée, environ une journée de navigation de Rome. C'est un peu comme si aujourd'hui, on parle d'un Montréalais qui a un condo ou un chalet au Mont-Tremblant. C'était une ville qui était accessible via un port, comme on peut le voir sur l'image. Et c'était une ville qui était située pas très loin de la ville de Capoue. Capoue était relié à Rome par une route qui s'appelait la Via Appia. Et Capoue, à l'époque, avait la réputation d'être la Las Vegas de son époque. On la surnommait aussi Sin City, la ville de tous les péchés. Voici un exemple de villa romaine qui était construite. Donc, vous voyez que c'est loin du petit chalet en bois rond. Donc, c'est le sujet d'ailleurs qui accompagne le bloc numéro 1. Vous pourrez développer un petit peu là-dessus. Si je reviens à la localisation géographique, vous avez ici le trajet entre Rome et Capoue de la Via Appia. Vous voyez que Capoue, c'est pas très loin de la ville de Naples. Encore une fois, le mot Campanie se trouve sur la carte, donc juste ici. Donc, la ville de Capoue, c'est là où la révolte de Spartacus a commencé. Je vous en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Vous voyez ici la baie, donc on reconnaît encore une fois Baia, et vous voyez d'autres noms de villes comme Puzzol, il y a un lien dans l'histoire, et la ville de Cume. Et vous voyez aussi en italien le mot Averno. Probablement que le mot Averno vous est familier, puisque si vous avez bonne mémoire, lorsque nous avons parlé des enfers gréco-romains, on y avait placé le lac Averne. Alors, le lac Averne, comme vous pouvez le voir encore une fois ici, c'est un lac volcanique. Vous voyez d'ailleurs, on l'avait décrit comme un lac noir avec des effluves gazières. Donc, voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est un site archéologique de grand renom. Et vous voyez, le mot averne, ça vient du latin avernus pour dire dénudé d'oiseaux. Parce que la vapeur du volcan tuait les oiseaux littéralement qui volaient au-dessous, ils tombèrent à mort dans le lac. Ça, c'est la carte des enfers selon Virgile, le poète latin qui a écrit l'Énéide. Et comme on l'avait vu, on a en haut à droite l'Averne, donc la porte d'entrée extérieure du royaume des morts. Ça, c'est de la mythologie, mais le lac Averne existe encore. Et dans notre histoire, il y a la ville de Cume qui est située non loin de là. Et dans la ville de Cume, il y avait la Sibylle. La Sibylle, c'est l'équivalent pour les Romains d'une prophétesse qu'on appellerait la Pythie chez les Grecs. Et elle vivait dans une caverne, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et elle a réellement existé et elle fait aussi partie de notre histoire. Le contexte historique. Alors, le contexte historique, c'est le moment de l'histoire où ça s'est passé. Alors, ça s'appelle la Troisième Guerre servile, qu'on nomme aussi guerre des gladiateurs ou guerre de Spartacus. Il y a eu de nombreuses guerres au 1er siècle avant Jésus entre des Romains, des guerres qu'on a appelées des guerres civiles aussi. C'est une des rares fois où Rome s'est réellement sentie menacée. Au niveau des dates, la rébellion de Spartacus se passe entre les années
moins 73 et moins 71. Et ultimement, ben, Spartacus, sans grande surprise, va être vaincu en 71 avant Jésus, quand tous les pouvoirs ont été remis aux mains d'un seul commandant. On reparlera de ce commandant-là tout à l'heure. Commençons par les personnages importants du récit. Ça fait 2 fois que je le mentionne. Spartacus, c'est un héros de la culture populaire. Vous voyez à gauche une photo qu'on retrouve au musée du Louvre. Au centre, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Spartacus, de 1960, qui met en vedette Kirk Douglas, récemment décédé le mois dernier à l'âge vénérable de 103 ans. Et sur la droite, une série qui a été faite sur Spartacus, 3 saisons, américaine qui a été faite entre 2010 et 2013. Très, très sanglant comme c'est. Donc, Spartacus, c'est un gladiateur d'origine thrace. La région de Thrace, c'est pas loin de la mer Noire, au nord de la Grèce et de la Macédoine. Et au départ, il a été gladiateur. On le connaissait pour ça. Et il s'est révolté parce que les gladiateurs, c'était des esclaves. Et il a réussi à entraîner 150 000 esclaves avec lui dans sa révolte contre ce qui allait devenir l'Empire romain. Évidemment, c'était pas organisé, c'était un mouvement qui était tout à fait improvisé. Et Spartacus s'est, malgré lui, vu confier le rôle de chef de cette rébellion, alors que pour lui, c'était uniquement une révolte personnelle. Certains l'ont acclamé comme un héros. Le tout débute dans une caserne de gladiateurs dans la ville de Capoue, et Spartacus et ses premiers disciples se sont repliés sur le Vésuve, pas très loin du théâtre de notre histoire. Et à mesure que la révolte grossissait, ben, Spartacus caresse tranquillement le rêve de marcher sur Rome. C'est pour ça qu'il va être considéré comme une réelle menace pour les Romains. Évidemment, si on a un révolté, ben, ça prend quelqu'un qui va s'opposer à cette rébellion. Et celui-ci, ben, c'est Marcus Crassus. Alors, évidemment, Marcus Crassus, c'est un homme politique et un général romain. Et Crassus, c'est considéré comme le Romain le plus riche. On estime qu'à l'époque, il avait accumulé une fortune qui se chiffrait à 200 milliards de sesterces. Et je ne me suis pas trompé d'unité de mesure. 200 milliards. Il possédait à peu près tout ce qu'il y avait à Rome. Ça lui appartenait. Et il voit dans la révolte de Spartacus une opportunité pour lui de monter en grade politique. On lui reconnaît des talents d'homme d'affaires, des talents politiques. Par contre, l'aspect militaire, ce n'est pas sa grande force. Par contre, il y a énormément d'argent et il va commencer à monter une armée privée pour lui. Il va demander l'aide du Sénat pour grossir les rangs de son armée et on va lui accorder environ 50 000 soldats pour s'opposer à Spartacus. Marcus Crassus, c'est un homme qui est très, très dur, autant en affaires que dans la vie. Et il va appliquer un règlement, une loi romaine qui s'appelle la décimation. La décimation, ça vient du latin déciem, qui veut dire 10. Alors, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il y avait une mutinerie ou une rébellion parmi ses propres soldats, il pratiquait la décimation. Ça veut dire tuer un coupable sur 10, d'où le nom décime pour 10. Et ça, il le faisait à ses hommes à lui. Alors, on peut imaginer ce qu'il peut faire à des ennemis. Ça, c'est en 71 avant Jésus. C'est à la fin de la rébellion de Spartacus. Sous l'ordre de Marcus Crassus, ben, il y a 6000 membres de l'armée d'esclaves qui vont être crucifiés sur la Via Appia et on va abandonner leur corps mort à côté de la route pour décorer, mais surtout pour envoyer un message avec ces corps en train de pourrir que personne ne pourra s'opposer à la toute-puissante Rome. Et grâce à cet exploit d'avoir vaincu Spartacus, ben Marcus Crassus va évidemment être capable de monter en grade. Sauf que là, je suis déjà rendu à la fin de l'histoire. Faut que j'aille par le début. Vous avez ici une image d'un consul romain.
Un consul, c'est un poste très prestigieux dans la Rome de l'Antiquité. Alors, c'est une magistrature qui permet à son titulaire de, un, gouverner Rome et deux, gouverner l'armée romaine. Il n'y en a que deux qui sont élus par le Sénat, mais il y a une seule façon d'accéder à ce poste tant convoité, et c'est le cursus honorum, qu'on peut traduire en français par la carrière des honneurs. Alors, vous voyez ici, c'est un parcours en forme d'escalier. Pour monter un escalier, quoi qu'on peut se risquer si on a un bon dentiste à sauter des marches, mais chez les Romains, on ne peut pas passer d'étape. On doit passer de questeur à édile à prêteur pour finalement arriver au titre tant convoité de consul. Par contre, il y a deux problèmes avec ceci. Le premier problème, c'est qu'il faut compléter les différentes étapes dans l'ordre. Ce serait le fun de passer de bas de l'échelle à consul en une étape. Ça peut se faire au jeu de cartes qui s'appelle le trou de cul, mais dans la réalité romaine, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Surtout qu'un citoyen ne peut être élu à une magistrature sans avoir exercé celle qui lui est immédiatement inférieure. Donc, on doit absolument gravir les échelons un par un. Deuxième problème, c'est que ça prend du temps et on est obligé de s'y soumettre. Même le grand Jules César a dû le faire. Et comme vous pouvez voir, ben, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans pour atteindre le sommet. Et Marcus Crassus, ben, il n'y a pas ce temps-là. On peut comparer le cursus honorum dans les arts martiaux aux ceintures qui doivent être faites dans un ordre particulier ou aux poupées russes, si on veut avoir accès au contenu qu'il y a au centre, ben, on doit ouvrir chacune des poupées pour y arriver. Et Crassus n'est absolument pas doué pour être reconnu pour une très grande patience. Alors, il pense avoir trouvé une façon de passer directement à consul, un peu comme ce qui s'appelle une passe flash dans les manèges qui vous permet d'éviter toute la ligne d'attente et de passer directement aux grandes dames de tous ceux qui attendent sous notre soleil cuisant depuis des heures. Ici, c'est une photo du Sénat romain. Alors, pendant la République romaine, donc des années moins 509 à moins 27, le Sénat, c'était un organe de pouvoir très important. Les sénateurs étaient nommés à vie et supervisaient les opérations militaires, géraient les finances de la cité, veillaient au respect des traditions, mais surtout exerçaient un contrôle sur les différents magistrats. C'est eux, par exemple, qui nommaient les consuls, les prêteurs, les questeurs, comme on a pu le voir précédemment dans le cursus honorum. Mais en cas de crise politique majeure, le Sénat pouvait faire abstraction du cursus honorum et nommer un individu au poste de consul par l'acclamation populaire. Si le peuple réclame qu'un homme soit nommé consul, ben, il pourrait le faire. Et c'est le plan de Marcus Crassus, puisqu'il veut s'improviser, se personnifier comme le sauveur de Rome, celui qui va s'opposer au sauvage Spartacus et à sa puissante révolte d'esclaves. Au lieu du peuple, ce courageux héros qui met lui-même sa fortune en jeu pour préserver la gloire de Rome. S'il y a le peuple derrière lui, ben, le Sénat, même si Marcus Crassus a de nombreux ennemis au Sénat, ne pourra faire autrement que d'accueillir la demande du peuple et de nommer Crassus directement consul. Si ça lui donne des titres politiques comme celui de gouverner Rome, ben Marcus Crassus pourra lui-même se servir du trésor romain, des impôts, pour se financer lui-même une armée de conquête. Alors, c'est un plan machiavélique. Mais par contre, dans notre histoire, ça ne se passera pas aussi simplement, puisqu'un événement familial va venir contrecarrer ces plans. Un petit rappel, dans la Rome de l'Antiquité, il y avait deux grandes classes sociales. Il y avait les plébéiens, donc la plèbe, c'est les gens pauvres, c'est des citoyens romains de classe inférieure. Et il y avait les patriciens. Les patriciens, c'est les ancêtres des vieilles familles romaines. On les appelait les pater familias à l'origine, d'où vient le nom patricien. Et c'est la classe supérieure, traditionnelle, ancienne. C'est les familles de haute bourgeoisie et de noblesse. Ça représente environ 10 de la population, alors que la plèbe constitue 90 du reste de la population. Il y a d'autres personnages historiques importants qui sont cités dans le récit, certains plus que d'autres.
particulièrement dans les premiers blocs. Alors, à gauche, vous avez Cicéron. Cicéron, c'est un avocat, un homme politique, grand écrivain et c'est surtout un orateur exceptionnel. On estime que personne à son époque ne parlait un aussi bon latin que lui. Et c'était une personne avec qui vous ne voulez pas vous obstiner puisqu'il maîtrisait la rhétorique, donc l'art de l'argumentation, mieux que certains. Il va se lancer en politique, mais plusieurs années après notre récit. Un autre personnage mentionné souvent dans le récit, bien qu'il soit décédé, c'est Scylla. Scylla, le nom vous est peut-être familier, ce n'est pas le monstre que Ulysse dut affronter dans l'Odyssée, mais c'est un homme politique, c'est un dictateur excessivement dur qui a été nommé dictateur en moins 82. C'est un ami de Crassus, un allié plus qu'un ami, et il est décédé à Puzzole en 79 avant Jésus. On le mentionne souvent puisqu'il y a une grande période de terreur qui est venue à l'époque de sa dictature et ça a profondément marqué les gens. Et Puzzole, ben, c'est pas très loin d'où se situe notre récit. Alors, on le mentionne souvent et son époque très peu glorieuse. Sur la droite, on a Pompée. Pompée, c'est un grand général romain. C'est un allié de Crassus. C'est un homme militaire, un grand général romain qui, lors de notre récit, en moins 72, est occupé à faire des conquêtes territoriales en Espagne. Par contre, on sait que la révolte de Spartacus pourrait l'amener à revenir en Italie pour vaincre cet ennemi. Il va aider Crassus dans sa quête de la victoire et on va même lui attribuer à tort cette victoire romaine alors qu'il n'y avait pratiquement rien fait. Donc, voici. Ensuite, trois autres personnages qui sont vraiment de moindre importance, mais qu'on mentionne aussi, je pense, dans le bloc 2 de lecture. Alors, on a un duo de frères qui s'appelle les Gracques ou les Gracchus. Eux, c'est des hommes politiques qui se sont fait les défenseurs de la plèbe. On les appelait les tribuns de la plèbe. Le mot tribun aujourd'hui est devenu synonyme d'un orateur avec beaucoup de charisme. Donc, eux étaient là pour faire des réformes politiques et diminuer l'importance du Sénat et accorder plus de pouvoir au peuple. Ça n'a évidemment pas fait l'affaire des patriciens et des sénateurs et les deux ont malheureusement été assassinés en moins 132 et en moins 121. Donc, bien que ça se passe 50 ans plus tard dans notre histoire, on en fait quand même mention. Le prochain personnage s'appelle Marius. Ça, c'est un personnage important au niveau de l'armée romaine. Mort en moins 86, donc avant notre récit, qui, je vous le rappelle, se passe entre moins 73 et moins 71. C'est lui qui a grandement réformé l'armée romaine. Avant Marius, l'armée romaine, c'était pas mal du n'importe quoi. C'est lui qui a mis les structures de base de ce que ça allait, de l'armée romaine qui allait devenir une grande armée de conquête. Ça a été un allié du dictateur Sylla, qui était mentionné à la diapositive précédente, mais ils se sont chicanés et on l'a accusé de trahison. Malheureusement pour lui, ben, il en est décédé. L'autre s'appelle Cinna. Lui aussi, un homme politique, un général romain. Lui et Marius se sont associés ensemble contre la dictature de Sylla. Et lui aussi, un homme très, très sévère, a fait régner sur Rome la terreur avec des proscriptions. Alors, il affichait impunément dans la ville des noms de personnes et ça donnait le droit à la population de tuer ces personnes-là en échange d'une récompense. Sa fille va épouser Jules César. Et peut-être que le nom vous semble familier. Je vous ai souvent mentionné que Susan Collin, l'auteur de Hunger Games, appréciait grandement l'Antiquité. Alors, il y a un des personnages qui s'appelle Cinna, c'était le designer de Katniss Everdeen. Et dans le cas du personnage historique et du personnage fictif, ben, les deux ont été assassinés. Il existe une expression être riche comme Crésus ou être riche comme Crassus. Souvent, on a de la difficulté à s'y retrouver. Alors, bien que Crassus, je vous l'ai mentionné tantôt, avait accumulé une fortune personnelle impressionnante, ben, c'est être riche comme Crésus. Crésus, c'est un roi qui a vécu en Lydie
donc la Turquie moderne, et qui a fait fortune parce qu'il habitait pas très loin d'une rivière qui s'appelait le Pactole. Si on se rappelle bien la mythologie grecque, on se rappelle qu'après avoir rendu service à Dionysos, le roi Midas avait souhaité que tout ce qu'il touchait se transforme en or. Son vœu était un vœu maléfique. Il avait souhaité que ce sort lui soit enlevé et on lui avait dit de se laver les mains dans une rivière dans laquelle on retrouvait des pépites d'or. Alors Crésus avait lui aussi accumulé une fortune, ma foi, légendaire. Donc, c'était pour la partie contexte historique, donc les choses qui étaient réelles. Maintenant, on passe à la partie fiction. Pour la partie fiction, bien évidemment, on part d'un meurtre. Je parlais d'un événement macabre tantôt. Alors, Lucius Lucinus, c'est le cousin de Marcus Crassus, a été assassiné froidement dans une villa qui appartient à son cousin. Il y a 2 esclaves de la maisonnée qui semblent s'être évadés et on pense que ceux-ci auraient pu rejoindre la révolte de Spartacus, qui, je vous rappelle, est une révolte esclave. Et la révolte est en train de se tramer dans la région de Baïa. Ça ne pouvait pas tomber plus mal que ça pour Crassus, parce que si jamais ça se savait, ben, sa réputation serait grandement entachée et son projet de devenir consul pour ensuite prendre la tête de l'armée romaine, ben, ça tomberait à l'eau. La veuve de Lucius a donc mandaté Gordien le limier pour résoudre le crime et le temps presse parce que sinon les conséquences pourraient être dramatiques. Mais un limier, qu'est-ce qu'un limier? Ben, vous avez ici des limiers. Le limier, ben, ça peut vouloir dire 2 choses. Premièrement, c'est un chien de chasse qui est dressé pour pister et ramener le gibier. Mais dans le cas qui nous concerne, vous aurez reconnu les sergents Bruno Gagné, Patrick Pouliot, Victor Lessard, les différentes interprétations de Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Miss Marple. Ben, un limier, c'est un policier ou un détective qui est chargé de retrouver des personnes qui ont été recherchées. C'est intéressant de mettre aussi en contexte le titre du roman qui est L'étreinte de Némésis. Ben, une étreinte, ça a plusieurs définitions. Premièrement, ça peut être serrer quelque chose fortement. Ça peut être exercer de la pression. Ça peut être aussi presser tendrement dans ses bras, comme un câlin. Mais ça peut être aussi une pénible contrainte ou une douloureuse oppression. Deuxième partie du titre, ben, c'est Némésis. Alors, Némésis, dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la vengeance et du châtiment divin. C'est une divinité qui est absolument redoutable, qui s'affaire à punir les coupables et les châtier avec rigueur. Mais tout le monde était d'accord que les punitions que Némésis appliquait, ben, étaient équitables. Mais par contre, personne n'était à l'abri de ses coups. C'est la déesse protectrice des gladiateurs. Spartacus étant un gladiateur, et c'est aussi la déesse protectrice des ouvriers qui travaillent dans les mines, comme les esclaves. Mais ironiquement, d'un même côté, c'est aussi une déesse qui est vénérée par des généraux romains de l'armée qui doivent sacrifier un glaive en son honneur après chacune des victoires. Donc, on peut déduire que dans ce cas-ci, il sera assurément question de vengeance et pas d'un câlin, mais plus d'une pression qu'on mettrait. Le mot némésis, ben, c'est devenu aujourd'hui synonyme de pire ennemi qu'on puisse imaginer. Cet usage, ben, ça provient du souhait qu'un individu pourrait vouloir exercer une vengeance contre son pire ennemi, comme la déesse Némésis, qui, je vous le rappelle par contre, elle administre une justice distributive. Vous savez, dans l'exemple du Joker, qui est le Némésis de Batman, ou les Red Sox de Boston et les Yankees, qui sont, ma foi, les 2 pires ennemis sur Terre. Évidemment, les intentions pédagogiques de la lecture de ce roman-là, ben, il y en a 5. Tout d'abord, enrichir son bagage littéraire. Ça fait jamais de tort de lire un livre. 2, survoler une époque importante de l'histoire romaine, qui est celle des guerres serviles entre 73 et 71 avant Jésus. Étudier le mode de vie des patriciens romains au 1er siècle, avant Jésus-Christ, parce que c'est dans le monde de l'opulence et du luxe qu'on va se retrouver. Lire pour le plaisir et surtout résoudre l'énigme avant la fin du roman. Puisque c'est un roman policier, un polar, il y a de nombreux indices qui sont semés à gauche et à droite pour essayer de faire deviner qui est le coupable. Un peu comme le jeu de table, peut-être en confinement, vous avez le temps de jouer à Clou.
Donc, vous devez trouver qui est le meurtrier, dans quelle pièce, avec quelle arme, et on a une petite fiche comme ça qui vous permet de regarder et de cocher, d'éliminer des suspects, d'en rajouter, et etc. pour accumuler les indices. Par contre, comme c'est un livre policier que tous les élèves du Collège Mont-Saint-Louis vont lire en même temps et vont vivre en même temps, bien évidemment, il faut faire attention à ce que Hugo Dumas utilise chaque matin dans ses chroniques dans la presse, c'est-à-dire le divulgacheur, puisque c'est vraiment plate quand quelqu'un va lancer le nom du coupable ou la fin du livre. J'ai vécu cette situation-là de nombreuses reprises quand j'enseignais en deuxième secondaire, vers le mois de novembre, où il y avait toujours quelqu'un qui arrivait d'un cours de français en disant « C'est le juge Wargrave ». Ben, merci pour cette mention. J'aurais voulu lire moi-même pour savoir qui est le coupable. Par contre, vous n'avez pas de petite fiche comme c'est le cas du jeu Clou pour cocher les différents indices ou les suspects. Ce qui m'amène donc à ce petit document. Alors, vous l'avez en version virtuelle, ça c'est la version papier, c'est-à-dire le document d'accompagnement. Alors, on ne vous fera pas lire le livre d'un seul coup. On a divisé en 8 blocs distincts de lecture et on va alterner entre les blocs de lecture et d'autres activités. Et le document d'accompagnement que je viens de vous montrer est divisé toujours en deux façons. Premièrement, en haut des pages, il y a un tableau pour résumer l'action du bloc de lecture et remplir les fiches de personnages. Donc, c'est un peu l'équivalent de noter les caractéristiques des personnages, mentionner des actions importantes du personnage. Ça vous permettra éventuellement de découvrir qui est le ou les coupables. Et dans le bas, ben, il y a un tableau pour approfondir chacune des thématiques sur la vie quotidienne des patriciens romains. En théorie, si on avait été à l'école, on aurait travaillé à partir de ce manuel qu'on retrouve dans l'armoire, mais comme on n'a pas accès au manuel ni à l'armoire, ben on a numérisé les pages du manuel et on vous les a transmises via Classroom. Donc, dans ce cas-ci, la première thématique, c'est la maison romaine. Donc, si vous allez aux pages 44 et 45 du manuel, ben, vous allez pouvoir trouver les informations qui sont demandées. En plus de ça, parce que lire tout seul, des fois, c'est plate, ben, j'ai décidé de créer le symposium des latinistes disparus. Peut-être que le titre m'a été inspiré par un excellent film que j'ai vu à une autre époque. Alors, dans l'Antiquité, le mot symposium, littéralement, ça voulait dire la réunion des buveurs. Ben, c'était une partie d'un banquet, on parlera du banquet un peu plus tard, qui se déroulait après le repas. Autour d'un verre ou en écoutant de la musique, ben, les invités discutaient de philosophie et discutaient très souvent d'œuvres littéraires qu'ils avaient lues. Ben, de nos jours, le mot symposium, ça reste dans notre vocabulaire comme une réunion de spécialistes autour d'un sujet particulier. Ben, si on dit qu'à Rome, on fait comme les Romains, ben, on va appliquer directement ce principe du symposium, de cercle de lecture. Donc, chaque semaine, suivant un horaire précis, ben, vous serez invité à un séminaire virtuel de lecture, une espèce de forum de discussion où on va pouvoir échanger sur le livre, poser des questions, vous pourrez valider vos impressions et ainsi de suite. Donc, c'est la façon dont on choisit de travailler le roman L'étreinte de Némésis. Alors, c'est ainsi que se termine cette première classe virtuelle en espérant que vous avez apprécié. Toujours possible de rejoindre par courriel si vous avez des questions supplémentaires. Je déposerai en complément de cette vidéo le PowerPoint explicatif si jamais vous voulez revisiter. Et n'hésitez pas à revenir soit à la vidéo ou à la présentation à mesure que votre lecture va avancer, puisqu'il y a des éléments du contexte historique qui vont se répertorier d'un bloc à l'autre. Alors, ça pourrait être intéressant d'y revenir. Alors, sur ce, bonne lecture et au plaisir d'en discuter avec vous. À la prochaine.